Après les funérailles de mon mari, ma meilleure amie m'a dit, mon fils est l'enfant de ton mari, et je vais prendre la moitié de l'héritage. Voici mon histoire. Ma meilleure amie depuis 12 ans a fait teinter son verre de vin lors de la fête du premier anniversaire de son fils et a dit à 30 personnes que mon défunt mari était le père de son enfant. Nolan était sous terre depuis seulement 11 jours. Le gâteau sur le thème de Bluey n'avait même pas encore été coupé. Je m'appelle Avery O'Brien. J'ai 31 ans et je travaille comme gestionnaire de sinistres dans un cabinet d'assurance de taille moyenne à Stanford, dans le Connecticut. Si vous ne savez pas ce que fait un gestionnaire de sinistres, en gros, je lis des documents toute la journée et je détermine qui ment. Il se trouve que cette compétence allait me servir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai épousé Nolan O'Brien il y a 4 ans. Il était représentant commercial régional pour une entreprise de fourniture de plomberie, ce qui semble ennuyeux jusqu'à ce qu'on le rencontre. Nolan pouvait tout vendre parce qu'il pouvait parler à n'importe qui. Il a passé une fois 45 minutes lors d'un barbecue à expliquer les raccords de tuyauterie à ma tante Gloria, et elle était sincèrement divertie. C'était son don. Il rendait l'ordinaire intéressant. Nous avons acheté une maison à Ridgefield, dans le Connecticut, pour 412 000 $, une jolie maison coloniale dans une rue calme, avec 3 chambres et un jardin assez grand pour le chien que nous nous promettions d'adopter. Ma grand-mère a versé 310 000 $ pour l'apport personnel, ses économies de toute une vie, en gros. Elle avait une condition. Elle nous a fait asseoir à sa table de cuisine, a regardé Nolan droit dans les yeux et a dit « Je t'aime, mon chéri, mais l'acte de propriété doit être au nom d'Avery. Je n'ai pas passé 40 ans à découper des bons de réduction pour qu'un juge divise mon argent un jour. » Nolan n'a pas bronché. Il a même ri et a dit « Madame Hennessy, c'est la chose la plus intelligente que l'on m'ait jamais dite. » Ma grand-mère l'a encore plus apprécié après cela. 3 semaines et demie avant la petite annonce de Paige, Nolan s'est effondré lors d'un match de softball de l'entreprise. Arrêt cardiaque, 33 ans. Aucun antécédent, aucun signe précurseur, aucune dernière parole dramatique. Il est juste tombé. Au moment où l'ambulance est arrivée sur le terrain derrière l'entrepôt à Bridgeport, il n'était plus là. Je ne me souviens pas des 3 premiers jours qui ont suivi. On m'a dit que j'étais fonctionnel. On m'a dit que j'avais passé des appels, signé des papiers et choisi un cercueil. Je ne me souviens de rien. Mon cerveau s'est déconnecté comme un disjoncteur en surcharge pour éviter que la maison ne brûle. Parlons maintenant de Paige Linkist. C'était ma meilleure amie depuis notre 2e année à l'université du Con. C'est elle qui m'avait dit que Nolan me regardait à l'autre bout du réfectoire, 2 mois avant qu'il n'ait enfin le courage de venir me saluer. Elle était ma demoiselle d'honneur principale. Elle a pleuré plus fort que ma mère au mariage. Elle était là pour tout, les fiançailles, la maison, la fausse couche. Je ne parle pas des bonnes années. 12 ans d'amitié. C'est long. C'est plus long que certains mariages. Paige a eu un bébé il y a 11 mois, un garçon nommé Lucas. Elle a dit à tout le monde que le père était un type rencontré sur une application de rencontre. Vu 2 fois, des choses se sont passées, il a disparu. Personne n'a insisté. Mère célibataire, nouveau départ. Nous nous sommes tous ralliés autour d'elle. J'ai organisé la fête prénatale moi-même, j'ai acheté la poussette, je suis venu à l'hôpital avec un ballon, c'est un garçon, et un récipient de soupe maison qui, pour être honnête, sortait surtout d'une boîte de conserve. Alors, quand Paige m'a supplié de venir à la fête du premier anniversaire de Lucas, j'y suis allé. Je n'en avais pas envie. Je dormais 4 heures par nuit. J'avais perdu 4 kilos en 3 semaines, et je portais encore le sweatshirt d'université de Nolan pour dormir parce qu'il sentait son odeur, et je ne pouvais pas me résoudre à le laver. Mais j'y suis allé parce qu'elle était ma meilleure amie et qu'elle disait que cela me ferait du bien de sortir de la maison. Quelle amie! 30 minutes après le début de la fête, Paige se lève, tape avec un couteau contre son verre de vin comme si elle portait un toast lors d'un dîner de répétition, et commence à parler. Elle s'émeut. Sa voix tremble. Elle dit qu'elle porte un lourd secret. Elle dit que Nolan et elle avaient une relation et une liaison émotionnelle et physique qui a duré plus d'1 an. Elle dit que Lucas est son fils. Elle brandit un document imprimé et dit que c'est le testament de Nolan, notarié et signé, lui léguant la moitié de notre maison et son Jeep Grand Cherokee 2021. 30 personnes me fixent, certaines avec pitié, d'autres sous le choc, quelques-unes faisant déjà les calculs dans leur tête. J'ai regardé le document dans sa main. J'ai regardé Paige.
j'ai regardé Lucas, qui écrasait du glaçage sur le plateau de sa chaise haute, absolument pas perturbé par le fait que sa mère venait de faire exploser une bombe au milieu de son anniversaire. Et j'ai dit, je vois. C'est tout. 2 mots. Parce que si j'avais ouvert la bouche davantage, j'aurais éclaté de rire. Et pas un rire cruel, un rire sincère, incontrôlable, presque hystérique. Parce que mon mari avait subi une vasectomie il y a 2 ans et demi. J'ai moi-même conduit Nolan au cabinet de l'urologue à Danbury. Je suis resté dans la salle d'attente à lire un vieux numéro de Sport Illustrated pendant l'intervention. J'ai récupéré son ordonnance. J'ai acheté les petits pois surgelés, pour la douleur. Je l'ai écouté se plaindre pendant 4 jours d'affilée parce qu'il marchait comme un pingouin. Étage 6 semaines plus tard, j'étais là quand les résultats de laboratoire de suivi sont arrivés. Nombre de spermatozoïdes, 0. Lucas a été conçu il y a environ 21 mois. Non seulement le calcul ne colle pas, mais c'est physiquement impossible. Mon mari avait un secret, certes, mais ce n'était pas celui que Paige essayait de vendre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire dans les commentaires d'où vous écoutez. Je lis chaque message. Merci d'être là. Maintenant, revenons au chaos. Je suis rentré de cet anniversaire en serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches non pas de colère, mais par l'effort colossal de rester de marbre pendant les 26 minutes de route entre Norwalk et Ridgefield. Je venais d'être accusé publiquement de quoi, exactement? D'être marié à un homme infidèle? D'être l'obstacle entre une pauvre mère célibataire et son héritage légitime, devant 30 personnes, à côté d'un gâteau Bluey et sur fond de « Baby Shark », qui passait encore sur une enceinte Bluetooth dans la cuisine? Vous savez, je traite des demandes d'indemnisation frauduleuses pour gagner ma vie. J'ai vu des gens simuler des coups du lapin, des inondations, des cambriolages. Une fois, un type à Danbury a déclaré le vol de son bateau et nous l'avons retrouvé 2 semaines plus tard garé dans l'allée de son cousin à Waterbury avec une nouvelle couche de peinture. Donc, je sais à quoi ressemble une arnaque. Je peux la flairer comme certains flairent la pluie qui arrive, et ce que Paige a fait à cette fête sentait l'ouragan de catégorie 5 de pur délire. Mais voici le truc avec les arnaques, les bonnes ne reposent pas sur une perfection absolue. Elles reposent sur le fait que la victime est trop choquée ou trop émue pour riposter. Paige ne comptait pas sur une histoire béton. Elle comptait sur le fait que j'étais trop effondré pour vérifier. En moins de 48 heures, Paige l'avait dit à tout le monde. Elle ne l'a pas publié directement sur les réseaux sociaux. Elle était plus maligne que ça. Elle postait des choses vagues, une photo de Lucas avec la légende « Tu ressembles tellement à ton papa » ou une story sur la maternité célibataire et le poids des secrets que l'on porte. Le genre de post où tout notre cercle social comprenait exactement ce qu'elle voulait dire, sans que personne d'extérieur ne puisse le prouver. Niveau de manipulation médiatique, experte. J'aurais presque respecté la stratégie. Presque. Elle m'a envoyé un SMS le 2e jour. Pas un message émotionnel, mais un message d'affaires. Elle a dit qu'elle voulait organiser une réunion pour discuter du calendrier de transfert de propriété comme si elle signait pour un appartement, comme si ma maison, celle payée par les économies de ma grand-mère, était déjà à elle et que nous réglions juste la paperasse. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistré. Mon téléphone a commencé à devenir silencieux après cela. Bridget Callaway, une amie de notre groupe de l'université, m'a envoyé un message disant « Je ne veux pas prendre parti, mais tu devrais penser à faire ce qui est juste pour ce bébé. » Ce qui, si vous avez déjà reçu un message commençant par « Je ne veux pas prendre parti », signifie que la personne a déjà choisi son camp. Mara Filipovich a simplement cessé de répondre. Vu, mais pas de réponse. Cela veut tout dire. Seule Jolene Winkler m'a appelé, et voici ce qu'elle m'a dit « Avery, je connais Paige depuis aussi longtemps que toi, et en 12 ans, elle n'a jamais mentionné Nolan de manière étrange. Pas un regard, pas un commentaire, pas une blague, rien. Et maintenant, soudainement, il y a une liaison secrète. Un bébé et un testament. Ça pue. Jolene était la seule à poser les bonnes questions. Tous les autres étaient trop occupés à être émus pour être logiques. C'est ainsi que fonctionne la manipulation, elle vise le cœur et espère que le cerveau reste endormi. Puis Rhonda a appelé. Rhonda O'Brien, la mère de Nolan. Et c'est la partie qui m'a presque brisé, pire que Paige, pire que les amis, pire que tout. Rhonda sanglotait. Elle disait qu'elle avait entendu parler de Lucas.
Elle disait qu'elle avait toujours voulu un petit enfant et que Nolan était son fils unique. Elle a dit que s'il y avait ne serait-ce qu'une chance que ce bébé soit son petit-fils, elle devait le connaître. Et puis elle a dit une chose qui m'a frappé comme un camion, « Tu ne peux pas me tenir éloigné de lui, Avery. J'ai déjà perdu Nolan. Je ne perdrai pas ça aussi. » Soyons clairs, Rhonda n'est pas une mauvaise personne. C'est une mère qui a enterré son fils de 33 ans et qui se noie dans un chagrin que je pense être encore plus terrible que le mien. Quand quelqu'un arrive et dit « Voici un morceau de ton enfant qui est encore en vie », on ne réfléchit pas. On le saisit à deux mains. Je le comprends. Je comprends la psychologie de la chose. Mais comprendre pourquoi quelqu'un vous fait du mal ne rend pas la douleur moins vive. Rhonda m'a dit qu'elle avait engagé un avocat. Elle a dit que si je ne coopérais pas, elle demanderait un droit de visite pour grands-parents devant les tribunaux à ma propre belle-mère, 11 jours après avoir enterré son fils, se rangeant du côté de la femme qui essayait de me voler ma maison. Quand Bridget a demandé à Paige comment cette supposée liaison était arrivée, où ils s'étaient rencontrés, comment ils communiquaient, Paige avait une réponse prête. Elle a dit qu'ils utilisaient une application de messagerie privée que Nolan avait supprimée avant de mourir. Pratique, totalement invérifiable, et juste assez spécifique pour paraître réel si on n'y prêtait pas attention. Je me suis assise dans le bureau de Nolan ce soir-là, la petite pièce au bout du couloir où il faisait ses rapports de vente et jouait de la guitare quand il pensait que je ne l'entendais pas. Je me suis assise sur sa chaise et j'ai pleuré. Pas à cause de Paige, pas à cause de Rhonda, mais parce qu'il me manquait. Parce que la maison était trop silencieuse, le lit trop grand, et que ma meilleure amie venait de transformer mon défunt mari en accessoire pour une escroquerie. Mais vers minuit, j'ai cessé de pleurer. Et je me suis souvenu de quelque chose que Nolan avait mentionné quelques semaines avant sa mort. Il avait dit nonchalamment, comme il disait tout, et « J'ai mis des trucs importants dans le coffre-fort. Tu as le code, hein ?» J'avais dit oui et j'avais continué à remplir le lave-vaisselle. Je n'y avais plus repensé depuis. Le coffre-fort ignifuge dans le placard de notre chambre, derrière une boîte de manteaux d'hiver, je ne l'avais pas ouvert depuis sa mort. Je n'avais d'ailleurs pas pu ouvrir grand-chose depuis sa mort. Mais ce dimanche soir, j'ai décidé qu'il était temps. La combinaison était la date de notre mariage, le 19 octobre. Je me suis assise sur le sol du placard en pyjama à 1h du matin, j'ai tapé les chiffres et j'ai entendu le verrou se débloquer. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 choses qui ont tout changé. La première était une enveloppe manie d'un cabinet d'avocats de Westport, Abbott & Saranto Estate Planning. À l'intérieur se trouvait le testament de Nolan, un vrai, rédigé par une avocate agréée nommée Janet Saranto, signé par Nolan, certifié par 2 employés du cabinet et daté de 5 mois avant son décès. Et c'était clair. Tout ce qu'il possédait, sa part des biens communs, son compte de retraite, sa Jeep, ses effets personnels revenaient à moi, sa femme, Avery O'Brien. J'ai découvert plus tard pourquoi il avait fait cela. 5 mois avant sa mort, un de ses collègues nommé Phil Brennan était décédé subitement. Situation similaire, relativement jeune, pas de signe précurseur. Phil n'avait pas de testament. Sa famille a passé les 8 mois suivants à se battre pour une maison et un bateau de pêche. Nolan est rentré à la maison cette semaine-là et a dit « J'ai vu la femme de Phil pleurer sur le parking lors de la cérémonie parce que le frère de Phil essaie de lui prendre la maison où il vivait. Je ne laisserai pas cela t'arriver. » Il a appelé une avocate le lundi suivant. C'était ça, Nolan. Il voyait la douleur des autres et s'assurait que je n'aurais jamais à la ressentir. Mon mari n'avait pas mis à jour son testament parce qu'il soupçonnait Paige, il l'avait fait parce qu'il savait ce qui arrive quand on ne prévoit rien, et il m'aimait assez pour prévoir. La deuxième chose dans le coffre était un dossier d'un cabinet d'urologie à Danbury, dans le Connecticut. À l'intérieur, tous les documents pour la vasectomie de Nolan. Date de l'intervention, il y a 2 ans et demi. Note de recommandation de son médecin traitant. Résultat de laboratoire de suivi 6 semaines plus tard confirmant un nombre de spermatozoïdes de 0. Réussite, permanent, terminé. J'économisais presque $40 par mois sur ma pilule contraceptive depuis lors. Ces trucs coûtaient $38 la boîte, même avec l'assurance. Sur 2 ans et demi, c'était plus de $1000 qui étaient allés directement dans le fonds de rénovation de la cuisine. Une consolation. La troisième chose était une lettre manuscrite. L'écriture de Nolan désordonnée, penchée, le genre de graphie qui faisait ressembler sa signature à de l'art moderne. Elle était datée du même jour que la signature du testament. Elle commençait par « Have,
si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. J'espère que tu liras ceci quand tu auras 90 ans en vie dans la maison pour emménager en Floride, mais au cas où. La majeure partie de la lettre était pratique, où se trouvait le titre de propriété de la voiture, le nom de notre agent d'assurance, le mot de passe de son email qui était « et je n'invente rien Nolan Plumbing 24/7 ». Il l'utilisait pour tout, email, Netflix, la carte de fidélité du supermarché. Je lui ai dit 100 fois que c'était un risque de sécurité. Il répondait, bébé, qui va pirater un plombier? Il n'avait pas tort. Mais vers la fin, il y avait un paragraphe qui m'a glacé. Il écrivait, un truc bizarre qui n'est probablement rien, Paige se comporte de façon un peu étrange avec moi depuis quelques mois, elle fait des commentaires sur le fait que je suis le bon genre de mari. Elle se tient un peu trop près de moi lors du barbecue de Jolene. Elle m'a touché le bras 3 fois au cours d'une seule conversation le mois dernier, et j'ai compté parce que c'était gênant. Je lui ai dit d'arrêter et elle a fait comme si j'imaginais des choses. Ce n'est probablement rien. Mais je le note ici au cas où les choses seraient déformées un jour. Tu es mon évidence, Ave. Tout ce qui est dans ce coffre est à toi. Je serai toujours là pour toi. Je me suis assise sur le sol du placard et j'ai sangloté. Pas des larmes de tristesse ou pas seulement un mais de soulagement, de fureur, d'amour et de gratitude. Mon mari, 5 mois avant sa mort, avait senti que quelque chose n'allait pas et, à sa façon calme et nonchalamment un Nolan, il avait construit un rempart autour de moi sans même me dire qu'il le faisait. Il ne savait pas pour l'arnaque au bébé. Il ne savait pas pour le faux testament. Il savait juste que quelque chose sonnait faux et il s'est assuré que j'étais protégé. Le lendemain matin, j'ai fait ce que toute personne logique ferait quand les pleurs cessent et que le cerveau se rallume, j'ai vérifié le téléphone de Nolan. J'avais tous ses mots de passe. Nous partagions tout, depuis toujours. J'ai parcouru chaque SMS, chaque email, chaque message direct sur chaque plateforme. J'ai vérifié les dossiers supprimés. J'ai vérifié les conversations archivées. J'ai passé son numéro au peigne fin dans les journaux d'appel de notre opérateur. Il n'y avait rien. Zéro communication avec Paige en dehors de notre groupe de discussion avec les amis de l'université. Pas d'appel tardif, pas de fil de discussion supprimé, pas d'application secrète et je sais comment chercher des applications cachées car j'ai cherché sur Google à 2 heures du matin comme une femme en mission. L'empreinte numérique de Nolan avec Paige Linkist était exactement ce que l'on attend entre un homme et la meilleure amie de sa femme, des messages d'anniversaire dans le groupe, quelques SMS du genre, et « C'est à quelle heure le truc de samedi ?» et une photo d'un chien déguisé pour Halloween qu'il avait transféré à pratiquement tous ses contacts. La liaison décrite par Paige n'existait pas. Pas une trace, pas un pixel. Mais je n'ai pas appelé Paige. Je n'ai pas appelé Rhonda. Je n'ai rien publié, je n'ai envoyé de message à personne et je n'ai affronté personne, car le lundi matin, j'appelais une avocate et j'allais faire les choses dans les règles. Le bureau de Janet Saranto était au 2e étage d'une maison victorienne convertie à Westport, juste au-dessus d'un studio de yoga. J'entendais quelqu'un en bas donner un cours de respiration pendant que j'étais assise en face de cette femme et que je lui déballais l'histoire la plus ridicule qu'elle ait probablement entendue de l'année. À son crédit, elle n'a pas scié une seule fois. Janet avait la cinquantaine, des cheveux argentés attachés en arrière, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle ressemblait à la tante préférée de tout le monde, mais le genre de tante qui se trouvait aussi être une ancienne procureure. Je l'ai tout de suite aimée. Elle a tout écouté, la fête, l'annonce, le faux testament, la vasectomie, le vrai testament, la lettre de Nolan, les relevés téléphoniques montrant une absence de communication. Et quand j'ai eu fini, elle a enlevé ses lunettes, les a posées sur son bureau et a dit 4 mots, ne le dites encore à personne. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle m'a expliqué les choses ainsi, si je rendais public les dossiers de vasectomie maintenant, Paige retirerait sa plainte, disparaîtrait dans la nature et ne ferait face à aucune conséquence. Elle dirait qu'elle s'est trompée, qu'elle était confuse ou manipulée par Nolan. Elle pleurerait sur les réseaux sociaux et la moitié de notre groupe d'amis aurait pitié d'elle. Et le testament falsifié? Sans dépôt légal, ce n'est qu'un morceau de papier. Bizarre, mais pas criminel. Mais c'est là que Janet s'est penchée en avant ainsi Paige soumettait ce testament falsifié au tribunal des successions dans le cadre d'une réclamation légale, c'est un crime, un felony. Déposer un document testamentaire frauduleux devant un tribunal? Dans le Connecticut, c'est un crime de classe et passible de 10 ans de prison.
Dès l'instant où elle dépose plainte, elle n'est plus une mère célibataire éplorée avec une histoire, elle devient une accusée au pénal. Votre silence n'est pas une faiblesse, a dit Janet. C'est une porte qu'elle va franchir, et une fois qu'elle l'aura fait, elle se refermera sur elle. J'ai donc gardé le silence, et croyez-moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus dur que les funérailles, plus dur que de dormir seul, car chaque jour Paige m'envoyait des SMS sur le transfert de la maison. Chaque jour, l'avocat de Rhonda envoyait une autre lettre sur le droit de visite. Chaque jour, je voulais hurler la vérité depuis mon perron, mais je ne l'ai pas fait parce que Janet avait raison. La patience était mon arme, et Paige l'aiguisait pour moi. Pendant ce temps, Janet s'est mise au travail sur le faux testament. Elle a retrouvé le notaire dont le tampon apparaissait dessus, un certain Gérald Pakowski, agréé à Norwalk. Il existait vraiment. Son tampon était réel. Mais quand Janet l'a appelé, Gérald a failli faire une crise cardiaque. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ce document de sa vie. Jamais rien notarié pour quelqu'un nommé Nolan O'Brien ou Paige Linkist. Quelqu'un avait utilisé une image de son tampon à son insu. Gérald était furieux. Un tampon de notaire falsifié pourrait lui coûter sa licence. Il a signé une déclaration sous serment la semaine même. Ensuite, il y avait la signature. Cette partie me retourne encore l'estomac. J'avais fixé le faux testament, essayant de comprendre pourquoi la signature de Nolan semblait correcte mais sonnait faux. Puis j'ai compris. Environ 4 mois avant sa mort, notre groupe d'amis s'était réuni dans l'appartement de Paige pour aider à préparer les décorations pour le premier anniversaire de Lucas. Paige avait fait circuler une carte pour que tout le monde la signe. Nolan l'avait signée de son écriture bouclée habituelle, avec le grand N élancé et la façon dont le O rejoignait le B. Il avait même plaisanté, ma signature ressemble à celle d'un médecin qui a abandonné. Je me souvenais avoir ri. Je me souvenais que Paige avait récupéré la carte et l'avait mise dans un tiroir. Elle avait gardé cette carte. Elle avait copié sa signature à partir d'une carte qu'il avait signée lors d'une fête qu'elle avait organisée. La trahison avait des couches que j'étais encore en train de peler. Janet a envoyé les 2 échantillons et j'avais une photo de la carte sur mon téléphone ce jour-là à un expert en documents médico-légaux. En 8 jours, l'expert a confirmé que la signature sur le faux testament était décalquée ou répliquée numériquement à partir d'une autre source. Pas écrite à la main, pas originale une copie. Et voici le détail fatal, le faux testament était daté d'il y a 8 mois, mais la carte que Nolan avait signée datait d'il y a 4 mois. Le testament prétendait exister 4 mois avant même que la source de la signature n'existe. On ne peut pas signer quelque chose en janvier avec une signature qui ne sera écrite qu'en mai. Pendant que tout cela se passait, Jolene tirait son propre fil. Elle m'a dit qu'elle pensait à quelque chose qui la titillait depuis la fête d'anniversaire. Environ 8 mois plus tôt, elle était passée à l'appartement de Paige à l'improviste pour déposer un cadeau pour Lucas. Paige n'était pas là, mais il y avait un Ford F-250 blanc garé sur sa place réservée. Logo d'une entreprise de construction sur la portière, Mosley & Garrett Building Company. Jolene l'avait remarqué parce que c'était un énorme camion coincé dans une place compacte, frôlant presque la Kia d'à côté. Elle n'y avait plus repensé jusqu'à présent. Mais dès que Paige a prétendu que Nolan était le père, le cerveau de Jolene a fait le calcul. Elle a cherché l'entreprise sur Google, a trouvé la page de l'équipe, et il était là, Tran Mosley, contremaître principal, bureau de Bridgeport. Elle a cliqué sur sa photo de profil Facebook, Tran avec son bras autour d'une femme nommée Donna, 2 enfants en pyjama de Noël assortis, un homme de famille, marié. La chronologie correspondait parfaitement. Tran était chez Paige pendant la période exacte de la conception de Lucas. Pas Nolan, pas un fantôme d'application de rencontre, mais un contremaître de chantier marié qui était bien content de laisser un mort porter le chapeau pour son gosse. Puis Paige est passée à l'attaque. Enhardie par 5 semaines de silence de ma part, qu'elle interprétait comme une défaite, elle a déposé une réclamation formelle auprès du tribunal des successions. Elle a soumis le faux testament comme preuve. Elle demandait la reconnaissance en tant que bénéficiaire de la succession de Nolan et exigeait 50% de la valeur de la maison de Ridgefield, plus la Jeep. À l'instant même où ce document a touché le bureau du greffier, Paige Linkist a commis un crime. Et elle n'en avait absolument aucune idée. Il n'y a pas eu de scène de tribunal dramatique, pas de galerie bondée, pas de cris dans le public. Les vraies procédures judiciaires ne ressemblent pas à la télévision. Ce sont des néons blafards,
des murs beiges et un juge qui a déjà parcouru le dossier et qui veut aller déjeuner. L'audience de succession s'est tenue dans une petite salle administrative du tribunal de Ridgefield. Étaient présents, le juge, un greffier, Janet Saranto, moi, Paige, et l'avocat de Paige, un type qu'elle avait trouvé via un service juridique en ligne et qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur la planète. Rhonda était assise au dernier rang. Elle était venue de Bethel, la ville natale de Nolan, et elle semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 semaines. Janet a tout présenté dans l'ordre, calmement, comme si elle lisait une liste de courses. Pas de théâtralité, pas de pause dramatique, juste des documents. D'abord, le testament légitime de Nolan rédigé par une avocate agréée d'Abbott & Saranto, 2 témoins, enregistré auprès du cabinet et daté de 5 mois avant sa mort, bénéficiaire unique Avery O'Brien. L'avocat de Paige a contesté, affirmant qu'il pourrait y avoir un testament plus récent l'annulant. Janet était prête. Elle a présenté la date de dépôt du document de Paige par rapport à la date vérifiée où il était censé avoir été signé, puis elle a présenté le rapport de l'expert médico-légal montrant que la signature avait été répliquée à partir d'une source qui n'existait que 4 mois plus tard. Le faux testament prétendait avoir 8 mois. La signature sur laquelle il était copié en avait 4. Le document était une impossibilité physique. Ensuite est venue la déclaration sous serment du notaire. Gérald Pakowski, sous serment, a déclaré n'avoir jamais notarié le document, n'avoir jamais rencontré aucune des parties et avoir signalé l'utilisation non autorisée de son tampon. L'avocat de Paige s'est penché vers elle et lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête. Il a murmuré à nouveau, plus instamment. Elle a continué de secouer la tête. Enfin, Janet a présenté les dossiers de vasectomie et documents médicaux de l'urologue de Danbury. Date de l'intervention, 2 ans et demi avant la conception de Lucas. Confirmation de suivi, nombre de spermatozoïdes nuls. Nolan O'Brien ne pouvait pas avoir engendré d'enfant au moment de la conception de Lucas. Pas, peu probable, pas, improbable, mais impossible. J'ai observé le visage de Paige quand le juge a lu cette partie à haute voix. J'ai rejoué cette scène dans ma tête 100 fois depuis. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas pleuré. Le sang s'est vidé de son visage lentement, en partant du front, comme si quelqu'un retirait un bouchon au bas de son visage. Elle m'a regardé la première fois qu'elle me regardait depuis le début de l'audience. Et je pense qu'elle a enfin compris que je savais depuis le début. Que chaque SMS restait sans réponse, chaque exigence ignorée, chaque semaine de mon silence n'était ni du chagrin ni de la faiblesse, c'était une porte qu'elle avait franchie de son plein gré, et qui venait de se verrouiller derrière elle. Le juge a rejeté la demande de Paige dans sa totalité. Il a noté pour le dossier que le testament soumis semblait frauduleux et a officiellement transmis l'affaire au bureau du procureur de l'État pour enquête criminelle. 15 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler un plan que Paige avait probablement passé des mois à construire. 15 minutes et une pile de papier. Après l'audience, Rhonda m'a rattrapé dans le couloir. Elle tremblait pas du genre de tremblement simulé, mais du vrai genre, où les mains ne tiennent pas en place et où le menton tressaute. Elle s'est tenue devant moi pendant ce qui a semblé durer une éternité avant de dire quoi que ce soit. Je voulais tellement que ce soit vrai que je me fichais de savoir si c'était logique. Je l'ai regardée, cette femme qui avait enterré son enfant unique et qui avait ensuite choisi le mensonge d'une étrangère plutôt que la douleur de sa propre belle-fille. Je la comprenais. Vraiment. Le deuil rend stupide. Le deuil vous pousse à saisir n'importe quoi qui ressemble à une bouée de sauvetage, même si elle est attachée à une ancre. Mais comprendre pourquoi quelqu'un vous fait du mal ne signifie pas que vous lui devez le pardon selon son propre calendrier. J'ai dit, je sais. Et je suis allé jusqu'à ma voiture. En une semaine, les choses se sont accélérées. La police de Ridgefield a contacté Paige. Elle a été officiellement inculpée de 2 crimes, falsification d'un document testamentaire et dépôt d'un acte frauduleux auprès du tribunal. Son avocat bas de gamme de l'audience a refusé de la représenter pour les charges criminelles. On lui a assigné un défenseur public. Ensuite, le bureau de Janet a envoyé une lettre, non pas à Paige, mais à Tran Mosley. Elle était poliment formulée et absolument dévastatrice. Elle stipulait que Nolan O'Brien avait été médicalement éliminé en tant que possibilité biologique pour la paternité de Lucas, que des preuves plaçaient M. Mosley à la résidence de Madame Linkist pendant la période de conception et qu'une enquête de paternité pourrait suivre. Elle l'invitait à répondre par l'intermédiaire d'un avocat. Tran n'a pas répondu par un avocat. Tran a paniqué.
Il a appelé Paige, ce qui était une erreur car Paige n'était plus d'humeur à protéger qui que ce soit. Elle risquait la prison. Elle avait perdu tous les amis qu'elle avait. Et l'homme qui était réellement le père de son enfant se cachait derrière le nom d'un mort depuis 1 an. Paige a donc fait ce que font les gens acculés, elle a appelé Donna Mosley et lui a tout raconté, pas par conscience, pas pour faire ce qui est juste, mais par pure rancœur incandescente. Si elle tombait, Tran tombait avec elle. Donna a demandé le divorce la semaine même. L'affaire criminelle de Paige Linkist a suivi son cours dans le système, comme ces choses-là le font, lentement, péniblement et publiquement. Le journal local de Norwalk en a parlé pas en première page, mais en page 3 de la rubrique judiciaire, une femme accusée d'avoir falsifié le testament d'un défunt. Un article court, mais suffisant pour que n'importe qui cherchant son nom sur Google le trouve. Son défenseur public a négocié, a poussé pour un accord de plaidoyer. Il a essayé de soutenir qu'elle était une mère célibataire désespérée qui avait fait une terrible erreur. Le procureur n'était pas intéressé par les excuses. Les 2 chefs d'accusation criminels ont été maintenus. Aux dernières nouvelles, elle risquait une mise à l'épreuve, un casier judiciaire et une obligation de restitution. Mais le processus judiciaire suivait son cours et j'ai cessé de suivre l'affaire car, honnêtement, j'avais une vie à reprendre. Tran Mosley a fait le test de paternité. Il était le père de Lucas. Bien sûr qu'il l'était. L'homme qui avait passé 1 an à laisser tout le monde croire qu'un mort était responsable de son propre enfant a obtenu exactement ce qu'il fuyait. Sauf que maintenant, cela s'accompagnait d'un divorce, d'une pension alimentaire pour 3 enfants au lieu de 2, et d'une femme qui a expliqué à toute leur congrégation religieuse pourquoi elle le quittait. Tran voulait être invisible. La vie s'est assurée qu'il ne le soit pas. Bridget m'a appelé un mercredi, environ 3 semaines après l'audience. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû poser plus de questions, qu'elle se sentait affreuse. Je l'ai remerciée d'avoir appelé. Je le pensais. Mais je ne l'ai pas invitée à venir, et elle l'a remarqué. Mara m'a envoyé un long SMS, 4 paragraphes d'excuses. J'ai répondu avec un emoji pouce levé pas pour être mesquine, mais je n'avais tout simplement pas 4 paragraphes de pardon en moi. Peut-être qu'un jour je les aurai. Peut-être pas. J'ai appris quelque chose au cours de ces 5 semaines où mon monde s'écroulait, on découvre qui est présent quand tout est sombre et incertain et qu'il n'y a rien à y gagner. Jolene était là. Bridget et Mara non. C'est le genre d'information qu'on garde précieusement. Jolene, d'ailleurs, vient toujours chaque jeudi avec des plats à emporter du restaurant thaïlandais de Main Street. Nous mangeons du pad see ew sur le canapé en regardant des émissions de télé-réalité horribles et nous ne parlons pas de Paige, à moins que l'une de nous n'ait quelque chose de vraiment drôle à dire sur la situation. Jeudi dernier, Jolene m'a regardé en plein milieu d'une bouchée et a dit, « Tu sais ce qui est dingue ? Paige a passé tout ce temps à falsifier un testament alors qu'elle aurait pu simplement se trouver un boulot. » J'ai ri si fort que j'ai failli recracher mes nouilles par le nez. C'est le genre d'amis qu'on garde pour la vie. Rhonda m'a envoyé une lettre manuscrite environ 1 mois après l'audience. Elle faisait 6 pages. Elle ne demandait pas pardon, elle savait que ce n'était pas le moment. Elle a écrit sur Nolan quand il était petit garçon, sur la fois où il a essayé de construire une cabane dans les arbres et qu'elle s'est effondrée avec lui dedans. Sur la façon dont il lui laissait des mots dans la cuisine qui disaient « Tu t'en sors super bien, maman ». Elle a dit qu'elle voyait un conseiller en deuil. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler, mais elle voulait que je sache qu'elle était désolée. Pas le genre de désolé qui attend quelque chose en retour, juste le genre qui avait besoin d'être dit. J'ai lu cette lettre 2 fois. Je l'ai mise dans le même tiroir où je garde la lettre de Nolan. Je n'ai pas encore répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. J'ai refinancé la maison le mois dernier. Elle est à moi. Pleinement, légalement, définitivement à moi. Ma grand-mère a appelé quand les papiers ont été validés et a dit, « Tu vois ? Je te l'avais dit, l'acte à ton nom. » Elle a 83 ans et elle ne s'est jamais trompée sur l'argent de sa vie. Je commence à penser que c'est génétique car j'ai versé $200 par mois sur un compte d'épargne à haut rendement depuis mes 26 ans. Et même avec tout ce qui s'est passé, ce petit coussin a fait que je n'ai jamais eu à paniquer pour un versement hypothécaire pendant que ma vie s'écroulait. Les habitudes financières ennuyeuses ne sont pas glamour, mais ce sont elles qui vous séparent du chaos total quand celui-ci s'invite sans prévenir. J'ai emmené la Jeep pour un nettoyage complet le week-end dernier. Le gars du lavage auto à Danbury a fait tout l'intérieur, a sorti les tapis de sol et a aspiré sous les sièges.
Quand il a fini, il m'a tendu quelque chose qu'il avait trouvé coincé entre la console centrale et le siège passager, un des médiators de Nolan, un Dunlop orange fin, usé sur un bord par la façon dont il le tenait toujours. Nolan jouait de la guitare acoustique dans son bureau après le dîner. Il n'était pas doué. Il connaissait peut-être 9 chansons, et 3 d'entre elles étaient le même morceau de John Denver dans des tonalités différentes. Mais il jouait chaque soir et je pouvais l'entendre à travers le mur pendant que je faisais la vaisselle. Et c'était le plus beau son de ma maison. J'ai mis ce médiator dans mon portefeuille. Il y est toujours. Je suis allé travailler ce matin par la Merritt Parkway. Le soleil se levait à travers les arbres, les fenêtres baissées même s'il faisait trop froid pour ça parce que Nolan conduisait toujours avec les fenêtres baissées. Et je voulais ressentir ça pendant une seconde. Je suis toujours en deuil. Je le serai encore longtemps. Mais je ne suis plus confuse sur qui je suis ou sur ce que je vaux. Certaines personnes m'ont regardé, une veuve tranquille assise seule dans une maison trop grande, portant le sweatshirt de son mari décédé, et ont vu une cible facile. Elle pensait que le silence signifiait la reddition. Elle pensait que le deuil signifiait la faiblesse. Elles avaient tort. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, il y en a une autre sur votre écran, cliquez simplement dessus. C'est promis, ça en vaut la peine. À la prochaine.